Alors, nous devons maintenant poursuivre. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat pour la période de questions. Et maintenant, je vais vous présenter notre deuxième conférencière invitée, Madame Alexandra Greenhill. Alexandra Greenhill est une physicienne primée et une entrepreneure. Après avoir mis en œuvre des innovations en santé à grande échelle et pratiqué la médecine au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, elle a passé les 6 dernières années à diriger et à conseiller les entreprises technologiques les plus innovantes au Canada. Alexandra est la fondatrice et chef de la direction de Care Team Technologies. Care Team Technologies est une plateforme de santé numérique qui permet aux patients, leurs familles, ainsi qu'aux professionnels de la santé d'être tous sur la même longueur d'onde. Donc, ainsi, les patients peuvent recevoir tous les soins qu'ils méritent tout au long de leur traitement. Elle est ambassadrice mondiale pour Black Box, propulsée par Google, et conseillère et membre du conseil d'administration de nombreuses entreprises canadiennes prometteuses axées sur l'innovation. Elle est la seule Canadienne à avoir reçu le Cartier's Women Initiative Award, soutenu par l'INSEAD et McKinsey, et à avoir servi de mentor pour le Obama Global Entrepreneurship Summit dans la Silicon Valley. Little Coder, le jeu qu'elle a inventé pour enseigner à ses enfants des principes de codage, est maintenant dans 32 pays et dans le top 10 des jeux sur la liste des jeux Amazon STEM. Bravo pour ça. J'invite maintenant Alexandra Greenhill à prendre la parole. Alexandra, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous pouvez me voir sur vidéo? Oui, parfait. Vous pouvez y aller. Excellent. Parce que moi, je ne peux pas me voir, mais ce n'est pas grave. Je veux juste m'assurer que je suis au centre de l'écran. Ah tiens, voilà. Oui, super. C'est parfait. Et ça fait un plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le Québec. J'essaie d'évoluer un peu en français à domicile, mais je n'ai pas souvent la chance de parler de mon parcours en français. C'est vraiment un plaisir de se faire inviter, puis aussi de partager les expériences parce que c'est des expériences que j'espère vont aider les gens dans l'auditoire de mieux comprendre leur parcours, de mieux comprendre comment ils pourraient évoluer les choses. Et moi, je dois avouer que quand j'ai terminé ma médecine au CED de Montréal, je pensais que on devait dire merci à toutes les féministes qui avaient fait toutes sortes d'acquis parce que plus que 70% de ma classe ont été des femmes. Et donc, dans un milieu québécois, on se sentait comme quoi le défi par rapport aux femmes au travail, c'était quelque chose qui était carrément dans le 20e siècle. Et donc, ce ne serait plus un problème allant de l'avant. Et malheureusement, ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai eue une fois que je suis rentrée dans les milieux de travail, parce que là, on se rendait compte rapidement que les médecins faisaient partie même pas d'un quart des médecins qui étaient en pratique. Souvent, c'était les gens qui étaient les plus jeunes dans l'équipe. Donc, on n'avait pas accès aux mêmes privilèges que ceux qui avaient été depuis longtemps. On ne se faisait pas entendre qu'on avait des idées. Et aussi, par exemple, petits exemples, mais les premiers doyens des écoles médicales au Canada qui sont devenus des femmes, c'était dans les années 2000. Et il y en a, je pense, 2 ou 3, pas plus que ça, donc sur les 16 écoles médicales. Et on s'est battu un peu, on a eu toutes sortes de situations difficiles pour acquérir nos droits. Et ensuite, quand j'ai changé en technologie, j'ai découvert que, ah mon Dieu, il y a un autre domaine dans lequel c'est encore pire. Et souvent, on se retrouve tout seul, femme, autour des panels où tout le monde est un homme. Pas pour dire que les hommes ne sont pas formidables, il y a une perspective qui manque quand ça arrive. Et aussi, ne pas se faire prendre au sérieux parfois. Donc, même moi, avec un parcours et un acquis substantiel avant de rentrer dans les technologies plus directement, je me suis rattrapée parfois à devoir leur rappeler que j'ai quand même de la capacité. Donc, j'ai eu une expérience intéressante à San Francisco où un investisseur qui a dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris un rendez-vous avec vous. Les femmes, en général, ça ne prend pas des décisions. Puis en plus, vous êtes Canadien, donc vous êtes trop gentil. Et j'ai dit, écoutez, je suis urgentologue et s'il vous arrive quelque chose, je peux vous intuber en 30 secondes au moins. Est-ce que ça, c'est assez décisif pour vous? Et donc, en fin de compte, ça a changé complètement la conversation, mais je ne m'attendais pas à avoir cette conversation-là, à vous dire, dans mon parcours réel. Et étant mère de 3 filles, j'espère qu'on pourra quand même faire les avancements qu'on doit faire pour qu'ils n'aient pas le même défi que nous, on a vécu. Je suis sûre que les gens sur la conférence ont des histoires similaires. Par contre, c'est intéressant de voir un peu les mouvements qui sont en train d'arriver pour appuyer les femmes.
Je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est à la fois les hommes et les femmes qui s'impliquent pour changer la conversation. Donc, des gens comme André Picard de Globe and Mail qui a dit « Je ne participe pas sur un panel à moins qu'il y ait une représentation diverse ». Il a commencé avec les femmes, mais je pense que le mouvement peut s'étendre aussi à des différentes races, ethnies, types de professionnels. On a de plus en plus de patients qui participent dans des conférences et on entend la voix patient. Et comme médecin, moi, j'aimerais bien avoir la voix clinicienne aussi, des gens qui sont infirmières, professionnels de santé, médecins, qui devraient être vus comme des interlocuteurs importants quand on parle de haute technologie qui va frapper leur quotidien d'une façon percutante. Le fait qu'on parle maintenant que toutes les bonnes intentions de tout ce qui a été construit dans les 2 dernières décennies comme dossier électronique a au fait causé, contribué au burn-out que les gens ressentaient au travail parce que ça n'avait pas été créé avec l'utilisateur en vue et ça a augmenté la charge de travail, ça a causé des erreurs et ça cause des problèmes. Et donc tout ça, c'était des choses que il faut corriger et on a besoin de toutes sortes de perspectives différentes, y inclus celles des femmes pour transformer la situation. Alors, c'est intéressant parce qu'en quelque part, Care Team arrive d'un côté un peu différent. Et d'ailleurs, j'ai vu la présentation d'Anna, j'étais très contente de pouvoir participer à Dialogue. J'étais à un moment donné sur leur comité aviseur et aussi comme médecin en chef à leur début. Et c'est intéressant de voir toutes ces nouvelles technologies sortir. L'endroit qui me passionne personnellement, c'est ce qu'on est en train de faire avec Care Team, c'est le quotidien des patients. Donc, les patients sont bombardés de nos jours avec des conseils, des services, des applications différentes. Mais au jour le jour, la personne qui doit intégrer ça dans son 24 heures et s'assurer qu'ils sont en train de faire toutes les bonnes choses dans le bon ordre pour rester en santé, souvent se sont débordés. Et c'est aussi un problème qui le plus souvent se retrouve sur, allons l'avouer, la femme, que ce soit l'épouse, la fille, la mère qui s'en occupe. Et maintenant, en COVID, c'est une crise totale parce qu'on est en train de prendre du recul sur la station des femmes. Et donc, l'idée de Care Team, c'est de dire, OK, il y a un plan d'action pour chaque situation complexe. Si le patient a plusieurs situations complexes, la technologie peut l'intégrer dans un seul plan. Et ensuite, on peut diviser le travail pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui devient le support principal et qui fait elle-même son burn-out, mais qui peut dire, voilà toutes les actions qu'on doit prendre par rapport à la personne malade, que ce soit un enfant qui a un handicap ou une maladie grave ou un adulte, cancer, accident de voiture, etc., ou une personne âgée qui est en perte d'autonomie. Voilà les actions qu'on peut prendre, voilà les actions que la famille peut faire, le système de santé, le système social, les bénévoles. Comment est-ce qu'on entoure cette personne-là de façon virtuelle avec toutes sortes de services pour que les scénarios qu'on a vus, c'est une mère de famille avec 2 enfants, 2 parents de chaque côté qui ont du mari, etc., et son conjoint qui a des maladies. Parfois, ils ont 17 logins différents à gérer au quotidien pour s'assurer que les résultats de sanguins, puis les rendez-vous sont pris, etc. Et c'est trop complexe. Et donc, des fois, quand je présente cette réalité-là, les gens qui ne l'ont jamais vécu me regardent et ils disent « Mais attends 2 secondes, Alexandra, tu n'es pas une urgentologue, pourquoi tu ne fais pas une application pour gérer les urgences ?» Et je dis « Mais les urgences sont débordées parce que le problème, c'est à la maison. » On peut tout faire sur Google, avoir l'information requise, mais elle n'est pas structurée d'une façon où le patient est sûr de savoir quoi faire. Et en plus de ça, avec toute notre patient-centered, on ne parle pas du caregiver-centered et du fait qu'on doit regarder, mais c'est qui l'appui de ce patient, à qui il fait confiance et comment on peut l'inclure dans les soins autour de la personne. Alors, c'est un peu ça qui me passionne. C'est souvent des apprentissages intéressants à faire parce que il y a des femmes et des hommes qui n'ont jamais vécu cette réalité, ils ne comprennent pas cette importance des petits gestes qui s'accumulent pour le succès de notre système de santé en global et le faire pour que le système soit un système. Dans ce parcours-là, souvent, on me fait poser comment est-ce que je fais autant de choses. D'abord, je dis souvent non et je structure les choses de la façon qui fonctionne pour moi. Donc, souvent, j'insiste pour que ce soit vraiment un rôle où mes compétences uniques sont utilisées. Et si les gens veulent avoir de moi une journée complète, je vais dire, mais est-ce qu'une heure suffit? Je fais un bon triage, une sélection de où est-ce que je peux vraiment aider ou sinon, je recommande un ami ou je recommande
des gens que je connais. Et aussi, avec tout le mouvement qu'il y a eu avec Lean In, s'il vous plaît, ne le faites pas sans appui, parce que quand tu lean in, tu finis par tomber, à moins d'avoir un réseau d'appui. Alors, dans mon cas, moi, super bon appui, Marie en or, des amis qui sont toujours à la rescousse, des professeurs extraordinaires qui m'aident avec la réussite scolaire de mes enfants. Et donc, il y a tout un réseau de soutien derrière moi sur lequel je peux m'appuyer pour pouvoir me concentrer sur certaines de ces succès visibles. Et surtout, ne pas se dire, quand il y a des fois des journées où rien ne fonctionne. J'ai 3 enfants, il y a chacun qui a un problème. Donc, il faut avoir conscience que même avec les meilleurs appuis, il y aura des journées où ça ira pas. Mais c'est pas grave, cette journée-là va finir. Ça fait juste un 24 heures, puis le lendemain, ça va aller mieux. Et donc, on doit juste respirer et reprendre le lendemain. Alors, j'aimerais beaucoup avoir des questions. Merci pour l'invitation. J'espère que cet aperçu rapide vous a été utile. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. C'était vraiment inspirant et passionnant de vous écouter. Merci d'avoir dit oui à cet événement, même si vous dites souvent non. On ne dit pas non à Luc. J'ai appris ça il y a longtemps. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. Puis, on va avoir les questions à la fin des conférences. Donc, restez en ligne.